Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV somme toute particulière, puisque nous allons parler d'une chose que j'ai là entre les mains. Nous allons parler de gastronomie normande, si ce n'est pas magnifique. Et pour parler de gastronomie normande, quoi donc de mieux qu'un gourmet comme Monsieur Guillaume d'Ajax? Comment ça va bien, Monsieur Guillaume? Justement, on va parler enfin de camembert. Et de bouffe. Et de calvados. Et tu es l'éditeur de cette chose, celui qui a préparé ce repas somptueux, en tout cas l'un des deux, c'est Monsieur Pascal Bernard qui est ici présent. Comment vas-tu bien, Pascal? Ça va très bien, cette nouvelle année. Tu n'es pas le seul à avoir préparé cette petite chose, ce petit, comment dirais-je, c'est pas un dessert, hein, festin. Ce petit festin, c'est Monsieur P.O. Barum. P.O. Barum, Pierre-Olivier Barum. Pierre-Olivier Barum. Alors là, normalement, les gens ont vu le petit titre du générique du début. On est là pour parler de Opération Commando. On a fait une petite vidéo précédemment où on a évoqué les pourquoi, comment on se mettait à éditer un jeu, etc., les sources. Et on n'a absolument pas parlé de la mécanique du jeu. Et vous êtes venus, alors on va procéder plus ou moins par étapes, avec tout un tas de prototypes. Dont une boîte piégée. Dont une boîte piégée. En fait, celle que je tiens, c'est la dernière étape du prototype actuel. C'est ça. Et vous allez nous expliquer comment on est passé de ça à ça, de ça à ça, de ça à ça, et comment on a travaillé les illustrations, etc., etc. C'est une aventure formidable à suivre. Il y a là-bas une espèce de choses à suivre que vous avez bien préparées. Et donc, on va commencer par le commencement du début, parce que moi, je ne l'ai absolument pas lu. Par quoi vous voulez commencer, les garçons? Guillaume, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On va d'abord parler de l'origine de la mécanique. Allons-y alors. Sur cette émission. Parce que, je le rappelle, ce n'est pas tout à fait un wargame. Non, c'est pas un mais c'est basé sur l'histoire, sur donc les commandos qui ont aidé au débarquement, les parachutistes et autres qui ont aidé au débarquement pour le 70e anniversaire qui aura lieu cette année. Ça, vous allez voir la vidéo précédente. Et on a dit quand même, c'est un jeu pour 2 joueurs. C'est un jeu de cartes à partir de 10 ans, c'est ça? Ouais, c'est assez axé familial. La note a mis le bon titre et une espèce d'illustration de boîte. Opération Commando, c'est pas définitif, c'est ça? Alors ça, c'est le test, ce que vous voyez à l'écran, c'est le prototype de la couverture du jeu, qui reprend l'opération emblématique des para-anglais lors de la nuit du 5 au 6, à savoir la capture du pont de Pegasus, qui s'appelait le pont de Bénouville, sur le canal de l'Orne. Et là, ce que l'on voit, c'est en effet une mise en action de ces para-britanniques qui ont pris d'assaut le pont. Et ça, donc, on le disait dans la vidéo précédente, il y aura 2 sets. Alors, en effet, il y a un premier set avec 3 scénarios dedans, un deuxième set avec 3 scénarios dedans. Ce qu'on voit, c'est le premier set. C'est exactement. C'est le premier set des Anglais, en fait, des parachutistes et des opérations anglaises. Voilà. Et qui comprend 3 opérations, la capture de Pegasus Bridge, la prise de la batterie de Merville et les opérations de destruction des ponts sur la Dive. Alors là, on voit l'illustration. La boîte, ça sera quel format? C'est une grosse boîte, une petite boîte? Ça devrait être une boîte carrée de moyen format. C'est-à-dire, on aurait dû prévoir un exemple. 20-20 par exemple. Ouais, un 20-20, sachant que ce qui est important, c'est que même si là, pour préciser l'intérêt de cette boîte, c'est qu'il y a énormément de cartes dans le jeu. C'est un jeu qui va proposer à peu près 170 cartes format Magic et une trentaine de cartes en super format qui vont être les terrains sur lesquels les différentes unités ont combattu. Donc, c'est-à-dire que c'est une boîte qui demande quand même un espace, un volume important. J'ai surtout sur des protège-cartes. Alors, il faut penser évidemment aux protège-cartes, sinon, bien évidemment, tous les joueurs sauront aller acheter leurs protège-cartes. Et les petites boîtes comme celle-ci, pour les ranger. Et avec un petit peu de matériel évidemment complémentaire. Mais l'essentiel du matériel contenu dans la boîte, ce sont des cartes. Alors, la mécanique, on y va. Comment ça a commencé? De quoi il est question? Comment Alors, la mécanique de jeu, comme on l'avait un petit peu précisé dans la vidéo précédente, c'est une mécanique que Pascal et Pierre-Olivier avaient développée et autour d'un jeu qu'un certain nombre d'internautes connaissent, c'est Alien Menace. Alors, comment ça se passe? Moi, je joue à Alien Menace et Ajax étant un éditeur qui se spécialise sur les jeux d'histoire et les jeux de littérature, je cherchais quelque chose pour la Seconde Guerre mondiale. Et dans la Seconde Guerre mondiale, on a en effet toutes ces opérations commando, toutes ces opérations de parachutistes qui sont des opérations avec un petit nombre de personnes. C'est toujours des groupes de 80, 100 personnes, 150, mais c'est quand même relativement restreint par rapport aux centaines de milliers de personnes qui vont se battre ensuite durant la bataille de Normandie. Ce sont des opérations brèves, particulièrement brutales, et qui sont sous forme de duel. C'est-à-dire on a un Allemand, bien évidemment un Américain, ou avec un Anglais. Et on a 2 camps très identifiés, en fait, très marqués. Et au décryptage, je dirais, de la manière de procéder, ça m'a paru tout à fait correspondre. Et à ce moment-là, je me suis retourné vers Pascal et vers Pierre-Olivier. Je leur ai dit, de cette base,
de cette justement genèse, on doit être capable d'en tirer quelque chose pour les opérations des Américains et des Anglais. D'accord. Et là, on a complètement refondu le système pour pouvoir utiliser cette approche qui consiste à avoir dans notre jeu des terrains sur lesquels les combats ont eu lieu, des unités qui sont relativement petites, des armes qui vont être des actions de combat et des événements qui influent bien évidemment plus sur le tour de jeu. C'est ce qui permettait de remplir un cahier des charges que j'avais établi aussi et qu'il a fallu repenser et qui est un peu une quadrature du cercle, c'est-à-dire un jeu rapide, 30 à 45 minutes, un jeu qui puisse permettre une prise en main de la part de n'importe qui dès la première partie. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire 4-5 parties pour savoir comment ça fonctionne. Un jeu où l'on prend du plaisir, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de matière pour ne pas s'ennuyer, rejouable, et là on va voir dans quelles circonstances, et en plus thématique. Ouais, historique, très fort. Avec une... Alors après tout ça, je vais laisser un peu la parole à Pascal parce que je suis déjà épuisé quand je pense au travail que ça nécessite. C'est-à-dire que quand il est venu me voir en me disant j'aimerais bien qu'on se serve d'une base de mécanique qui était sur le duel et l'opposition, la grosse difficulté par rapport à avoir fait un jeu comme Alien Menace qui était dans de la science-fiction, c'était de revenir à des faits historiques et c'était d'essayer justement de marquer quelque chose de très fort et de faire quelque chose de différent. Donc là, c'était un vrai challenge. C'est pour ça, comme on l'avait expliqué, qu'on est allé sur tous les lieux pendant 2 ans, faire du repérage, essayer d'avoir des sensations. Et surtout dans Alien Menace, le principe c'est qu'il n'y avait qu'un seul scénario. Ce n'est pas du tout le cas maintenant. Il y en a 3 et en plus on les joue en campagne. Donc il fallait lier le tout d'une manière intéressante et que la mécanique puisse résister à la chose. Parce qu'avec Alien Menace, pour aller vérifier sur le terrain, c'était un peu plus compliqué, on va dire. Non, c'était plus simple, c'était dans la tête. Hein. Alors, la mécanique, donc ça c'est... Voilà, on rappelle un petit peu aux gens ce que tu es un peu Alien Menace et ce que ça va donner du coup. Alors maintenant, on en est loin quand même. Ah ouais, vous en êtes très loin. Très loin, on est assez loin, surtout sur les scénarios, les sensations et les rendus. Quoi. Donc voilà, même si on a une base. Voilà, alors aujourd'hui la mécanique de jeu, et je pense qu'on peut commencer à... Choisis ton... on va prendre le proto final. D'accord, et puis après on verra d'où nous venons. C'est que nous avons... Alors la boîte ne sera pas ça, on a présenté au début. Non, ça sera pas ça. Vous n'allez pas concurrencer Cocktail Game dans les boîtes en métal. Non. Nous avons justement des terrains. Tiens, tu peux prendre par exemple ce type de terrain. Je crois que Nod n'a pas des images. Il a c'est peut-être mieux de montrer les images. Voilà. Donc s'il a des terrains. Voilà. Il les a mis. Non, voilà, je me suis là, mais Nod doit avoir des vraies images. Voilà, exactement. Donc là, en effet, c'est un terrain. Voilà, ça c'est le bocage. Tel qu'on le voit, donc nous avons une illustration, donc type de terrain tout à fait générique en Normandie. Ce qui est important, c'est que ces terrains vont être utilisés dans les différents scénarios en fonction justement de l'environnement autour des objectifs. Voilà, on n'a que l'illustration. Hein, donc là, il y a plein d'informations dessus. Voilà, il y a des informations, mais Nod les a également. Voilà, exactement. Ça, c'est la carte montée. Donc sur cette carte montée, on peut se rendre compte que bien évidemment l'illustration est très importante. On en parlera à la fin de l'émission. Cette illustration propose oui, c'est bien. Tu me parles à moi, c'est mieux. Ah oui, non, mais montre. Parce que tu regardes le mur, donc c'est perturbant. Non, mais l'illustration montre en effet le nombre de cartes que vont tirer les joueurs, puisque c'est un jeu. C'est à droite et à gauche. Donc l'anglais tire 2 cartes, l'allemand tire 2 cartes également. C'est de cette manière que l'on alimente sa main. Vous avez une information importante qui est le nombre d'unités que l'allemand va pouvoir jouer, donc en l'occurrence 4. Donc cela varie en fonction des types de terrains. Et surtout, vous avez après, pour chaque terrain, une présentation de ce que ce terrain apporte à l'un des 2 camps. Ok, voilà. C'est assez clair. C'est assez clair. Et on va progresser sur ces terrains. Alors, il y en a sans doute d'autres que peut montrer. T'inquiète. On va jusque... Il va nous les montrer les uns après les autres, tranquillou. Voilà, là, il a mis la route. Voilà, donc la route, par exemple, ça, c'est la route qui va relier les 2 ponts de Bénouville et de Ranville, par exemple. Et voilà, là, par exemple, un réseau de tranchées qui était lui-même présent autour du pont alors, comme ce sont des cartes aussi qui sont génériques, le réseau de tranchées, on le retrouve par exemple sur des scénarios comme Merville ou dans d'autres scénarios. Tu remets la même carte parce qu'une tranchée, ça reste une tranchée. Voilà, une tranchée, ça reste une tranchée. Là, ce sont des lieux qu'on dit génériques, mais après, on a des lieux spécifiques. Voilà. Alors, les lieux spécifiques sur le scénario. Le pont de Bénouville, voilà. Donc, le pont de Bénouville avec son petit frère, le pont de Ranville. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, aujourd'hui, tout le monde a eu tendance à oublier que ces ponts correspondaient aux villages qui étaient les plus proches. Donc, Ranville et Bénouville.
Voilà. Et ensuite, et le fameux Pegasus, qui donc correspond à l'illustration du pont lorsqu'il a été pris, s'il est pris par les Anglais. Voilà. Alors la mécanique qui est intéressante, c'est que par rapport à l'histoire, les Anglais vont capturer le pont, mais en fait vont capturer les deux ponts en même temps. Donc en fait, un des objectifs du joueur, c'est de jouer en même temps sur deux terrains. Donc d'essayer de se battre, et chacun des terrains a des spécificités qui font qu'ils interviennent sur l'autre. C'est-à-dire que si vous prenez un pont, vous allez avoir un bonus sur l'autre, et les combats durent plus longtemps sur un pont que sur l'autre. Et en plus, une fois que ces ponts ont été joués, même si l'anglais les capture, déjà c'est un des objectifs de la victoire, il risque d'avoir une contre-attaque allemande sur les ponts. Donc, ça veut dire qu'on va rejouer encore des cartes de pont par la suite qui ont modifié en fait leurs caractéristiques parce que la contre-attaque, le pont a été abîmé, c'est pas le même nombre de troupes qui peuvent s'y mettre et ainsi de suite. Donc en fait, un même terrain dans le scénario peut avoir une évolution en fonction des combats. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a été trouvé historiquement, puisque en fait tout le monde, on connaît l'histoire de la prise du pont de Pegasus, mais on connaît moins la contre-attaque. Or, la prise de Pegasus, c'est 25 minutes, et la contre-attaque, c'est 8 heures. Donc, il fallait alors c'est là, on peut justement rentrer dans tout le travail autour de la mécanique. C'est qu'au début, nous sommes partis sur une mécanique qui était relativement simple de progression, et puis finalement, on s'est rendu compte que historiquement, ça tenait pas tout à fait la route d'avoir un seul pont, parce qu'il y en a vraiment deux. Il y en a un qui enjambe le canal de l'Orne, c'est le pont de Ranville. Il y en a un qui enjambe l'Orne, c'est le pont de Ranville. Un qui enjambe le canal de l'Orne, justement, c'est ce fameux pont à bascule de Bénouville. Et on ne pouvait pas faire fi de l'un au profit de l'autre. Il a fallu absolument trouver dans la mécanique de jeu une progression pour pouvoir à la fin se battre sur ces deux ponts, puisque ces deux ponts étaient un objectif stratégique. Et ensuite, à la lecture… Donc on crée un gros climax en fait quand on arrive sur ces deux ponts, parce qu'il y a une répartition des troupes, savoir comment on va les prendre, et puis on peut décider d'abandonner un pont à l'ennemi et d'essayer de le prendre l'autre en se disant comme ça je vais mieux résister à la contre-attaque pour essayer vraiment de gagner. Donc là, c'est vraiment les écrits, ce qu'on a pu trouver dessus, ce qui nous a permis aussi de créer plein de cartes historiques avec des personnages. Dont on parlera par la suite. Et ce qui est intéressant, c'est que de même, comme le précisait Pascal, il y a cette contre-attaque allemande. Et cette contre-attaque allemande, elle est absolument incontournable historiquement. Ça veut dire que même si l'anglais a pris le pont, quand il prend le pont, ça devient en effet le pont de Pegasus, mais il subit une contre-attaque. Et il va falloir qu'il survive à la contre-attaque. Et s'il survit à la contre-attaque, le jeu est fini. Alors concrètement, scénographiquement, comment ça se passe? Vous avez vos scénarios, c'est les cartes qui s'enchaînent comme ça? Non, elles sont tirées aléatoirement. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, il y a un paquet de cartes et les cartes vont être mélangées et on en retourne deux à chaque tour. Et là, l'anglais ou l'allemand choisit une carte en fonction en fait, de ses intérêts. En fonction de qui joue. C'est moi de jouer, je dis bon, on va faire la route. Voilà. Et en fait, toi, tu choisis un terrain, si tu es anglais, tu vas choisir un terrain qui aura des bénéfices à l'anglais et l'allemand aussi. Et tout ça est caché au fur et à mesure. Exactement. Et les terrains ont une particularité, c'est soit ils sont neutres, soit ils sont dans une inclinaison pour l'un ou l'autre. D'accord. Et donc, une fois qu'on est face à un petit plateau comme ça, de cartes, on va jouer des cartes pour savoir qui gagne. Voilà. Alors à partir de ce moment-là, lorsque l'on sera arrivé sur la route, la séquence est relativement simple. L'anglais va piocher les cartes pour alimenter sa main. Donc les trois. Exactement, par exemple. La séquence de jeu, c'est d'abord une séquence d'événements, puisque ça permet de donner une ambiance et de pouvoir agir sur le tour de jeu. À ce moment-là, l'Allemand, à son tour, va piocher des cartes, là, ici 4. Il va pouvoir jouer également des cartes événements. Et à partir de ce moment-là, Pascal… On va jouer des cartes de combat. Dans les unités. Oui, on va jouer des unités en fait. D'accord, c'est-à-dire que tu as des cartes en main, c'est ces cartes-là, c'est ça? Alors là, tu peux sortir, il y a plusieurs types de cartes. Tu as les deux. En fait, il y a deux decks. Il y a le deck des unités allemandes. Retire les cartes rouges. Peut-être qu'on peut montrer des cartes. Retire les cartes rouges. On peut montrer des cartes. Si une audace, on va montrer des cartes. Donc… c'est prototype, tout ce qu'on a là. Voilà, c'est du prototype et les dessins sont en finalisation. Alors, ce que l'on voit là, c'est une carte donc, de parachutiste, une escouade de parachutistes anglaise. Le principe est simple, c'est que l'Allemand défend les terrains sur lesquels l'Anglais l'attaque et il peut jouer un certain nombre de cartes. Comme on l'a vu tout à l'heure, ici ce sera 4 maximum. Le principe est très simple, j'ai des cartes en main. Ici, si je pose une sentinelle à 1, tu dois lui casser la tête. Tu dois la battre en mettant une carte de valeur supérieure. Égale ou supérieure parce que tu es anglais. Donc si j'ai un 5 là par exemple. Si tu as un 5, voilà par exemple. Après, ce qui se passe, c'est qu'ici, je peux jouer jusqu'à 4. Donc ça veut dire 4 cartes alignées et 3 cartes alignées. Voilà, c'est ça. Jusqu'à 4 unités. Tu viens de faire le premier duel et il a le droit d'en jouer maintenant. C'est le premier affrontement sur ce terrain. Et il peut encore en jouer 3. Alors, après, si par exemple j'en joue un deuxième, ici je vais jouer une automitrailleuse. Lui, tu l'as eu, donc on tourne la carte. Là, tu as posé par exemple ton automitrailleuse.
Ça va être à moi. C'est à toi. Donc, par exemple, tu peux mettre. Voilà. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que au niveau des cartes, là. On n'a pas joué les pouvoirs. On ne joue pas les pouvoirs, mais bon, on reviendra un peu tout à l'heure par rapport à certains types de cartes. Il y a des pouvoirs qui vont faire des combos. On va se décaler un petit peu parce qu'on est trop au bord. Ici, il y a des combos. Alors là, la combo te permet, par exemple, de dire ici que ton parachutiste qui vaut 5, comme il est joué après une autre escouade de parachutistes, il a un bonus de plus 2. D'accord. Et les deux camps ont des combos. Mais par contre, l'automitrailleuse va t'empêcher de jouer des jetons qui servent à augmenter. Alors après, pour montrer à peu près le dynamisme de chaque tour, quand tu as joué au moment où tu joues cette carte, moi je joue une carte assez méchante qui s'appelle piège. Genre, je ne sais pas si on la montre ici. Alors piège, ça veut dire que tes parachutistes, ils sont tombés sur un champ de mines, ils ont pris un piège. Ils sont tombés sur des pièges et résultat, ils ont été éliminés. Donc ta carte est éliminée. Donc elle part directement dans la défausse. Est-ce que ça compte dans ton total de cartes que tu as joué? Non. Alors oui, parce qu'en fait, tu n'as le droit de jouer qu'une unité contre une autre unité. D'accord. Donc ensuite, tu peux jouer que des actions spéciales, des coups qui vont permettre d'éliminer les unités et tout. Donc en fait, on compare la valeur et après on regarde les combos et on regarde les bonus que tu as. Les combos, c'est du détail. On verra. Donc si tu veux, sur le principe, c'est une bataille. C'est-à-dire sur le principe, on s'affronte sous un mode de bataille. Je dois être plus fort que toi. Si j'arrive à égalité, c'est plutôt l'anglais qui gagne. Mais ça, c'est principalement ça, c'est la mécanique générale. Mais par exemple, la mécanique de développement ou sur les autres scénarios est différente. Par exemple, sur Pegasus, on a un anglais qui est offensif et un allemand qui est défensif. Mais sur des scénarios américains, on a des allemands offensifs avec des anglais défensifs. Et ça ces questions de défense et d'attaque, c'est les textes des cartes et les combinaisons, c'est ça? Non, c'est l'ordre dans lequel tu joues. C'est-à-dire qui attaque en premier et qui possède. C'est une séquence de jeu. Et ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où nous serons, à partir du moment où un combat en fait ici s'achève, il y a deux solutions. C'est que soit l'anglais, donc bien évidemment, a perdu l'affrontement. Alors comment tu sais si tu as gagné ou perdu l'affrontement? À la fin d'avoir joué tes cartes, il y a un vainqueur. Tu dois remporter tous les combats. Si tu perds à un moment donné, celui qui perd à un moment donné et qui ne veut plus jouer de cartes a perdu. Ah oui, donc tu dis je ne peux plus jouer. Je veux plus jouer, parce que c'est aussi une tactique d'essayer d'abandonner et de faire cracher les cartes de l'autre. Et à partir du moment où il y a un vainqueur, c'est-à-dire qu'il y a un chiffre qui bat l'autre sur un des duels, enfin sur un des combats, à partir de ce moment-là, il y a un vainqueur déterminé. Donc il y a toujours un vainqueur déterminé sur tous les terrains. Sauf que le nombre par rapport au nombre de combats qu'il peut y avoir sur un terrain peut varier, puisque là, par exemple, tu n'en auras que 2 maximum. Alors que là, tu en as donc il va falloir bien gérer. En fait, le jeu se base aussi sur une bonne gestion de ta main, c'est-à-dire d'être assez intelligent à un certain moment pour lâcher ou pour reprendre. Parce que là, tu pioches 4 cartes, là, tu n'en pioches que 2, donc tu vas jouer avec ce que tu as gardé précédemment. Exactement. Donc la construction de ton deck se fait au fur et à mesure du jeu, puisque tu vas avoir des cartes et il y a certains moments, tu vas dire non, je ne vais pas les engager pour reconstruire un meilleur jeu. Et puis plus tu joues au jeu, plus tu connais les terrains qui sont déjà sortis ou qui vont sortir. Donc tu peux faire un peu de prévision. Il y a un niveau de progression. Et ce qui se passe, c'est que de toute façon, l'anglais débarque toujours avec des points d'effectif. Ces points d'effectif, ça représente ça représente en nombre un certain nombre d'hommes qui participent à l'opération. Le but de l'allemand, c'est de faire tomber ces points d'effectifs à 0. C'est-à-dire que c'est comme s'il a réussi à les éliminer à faire des pertes. Et le but, et l'allemand, lui, ne perd jamais de points d'effectif. Son objectif, en revanche, c'est de ralentir. L'anglais, c'est de réussir à l'éliminer. Alors, dans certains scénarios, si. Mais dans certains scénarios, il a des points d'effectifs et c'est lui qui est. Oui, tout dépend. Tout va dépendre des scénarios. Le côté historique de l'événement. C'est qu'en fonction des scénarios, la progression ne se fait pas du tout de la même manière. Par exemple, c'est un peu le seul qui se fait comme ça. Alors, juste avant qu'on parle de Merville, pour revenir également à. Tiens, prends celle-ci. Dans Pegasus, nous sommes allés chercher le café Gondré. Le café Gondré, qui est le premier café de France, la première maison de France à avoir été libérée, puisque le premier village, c'est le village d'Oranville. Mais le café Gondré, on a estimé qu'il fallait absolument qu'on en parle. Et puis, on a dit que c'était le petit coup de calva pour redonner un peu de peps aux unités anglaises. C'est que lorsque l'anglais joue ce café, s'il a perdu un point d'effectif, il rallie des troupes. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on a. Et là, on va en revenir s'il y a un vrai. Ça aussi servi historiquement à soigner les blessés. À soigner les blessés plus tard. Et c'est vrai, ça, c'est tout à fait vrai. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le retrouve dans le jeu. Et que maintenant, si on parle en effet du deuxième scénario qui est Merville, dans le scénario Merville, on est sur un type de jeu et un type de progression qui est totalement différent. Puisque là, on va avoir l'investissement d'une batterie. D'une base. D'accord. D'une batterie. Et là, ce ne sera plus du tout une progression linéaire. Ça va être une progression où on va aller d'un objectif qui vont être des casemates. Je crois, Nod, que tu as une casemate ou quelque chose qui s'appelle canon principal en terrain. Oui. En fait, la circulation qui se trouve comme ceci, un peu organisée jusqu'à atteindre les ponts,
sur le premier scénario n'est plus du tout la même sur les deux autres scénarios. Histoire de modifier un petit peu les comportements. Ça modifie beaucoup les comportements. Et en fait, dans la base de Merville, le principe, c'est que les Anglais sont rentrés en traversant des champs de mines. Donc déjà, vous êtes obligé au début d'essayer de franchir les champs de mines, les champs de barbelés, et ainsi de suite. Et quand vous êtes à l'intérieur, comme c'était une attaque de nuit, il faut trouver les bonnes casemates, c'est-à-dire il faut trouver les canons. Résultat, il y a des pioches à part de bunkers où les canons sont cachés, qu'on appelle des casemates, et qui arrivent et qui recyclent. Donc en fait, vous pouvez tomber dessus ou ne pas tomber dessus, et résultat, vous tournez dans la base jusqu'à les trouver pour pouvoir les détruire. Donc ça donne une sensation très très différente, parce que vous êtes rentré dans la gueule du loup, au lieu de suivre une progression, et vous courez dans la base pour essayer de trouver les bons, et de les découvrir et de les faire sauter. Et si vous n'arrivez pas à les faire sauter, ils sont remis dans une pioche et remélangés. Donc on tourne. Et sur l'opération de la Div, comme c'était des ponts qui étaient assez éloignés de plusieurs kilomètres, en fait, on se bat sur 3 secteurs, et donc on a en fait plusieurs chemins. En fait, on a 3 chemins qui sont constitués par l'Allemand. C'est-à-dire que l'Allemand choisit les terrains pour arriver au pont, pour que les Anglo-Canadiens fassent sauter ces ponts. Donc en fait, ça ne se présente pas du tout pareil. À chaque fois, c'est comme si on avait un autre jeu. D'accord, une mise en scène différente. Voilà, une mise en scène complètement différente. Avec la règle des combats qui est gardée. Bien sûr, évidemment. Voilà, le socle. Donc la base, c'est cette règle de combat, en effet, qui est conservée. Les cartes des unités de combat et des cartes actions de combat se jouent toujours de la même manière. Toujours de la même manière, et on va retrouver à peu près 80% des cartes, mais il faut savoir que dans chaque scénario, il y a des nouvelles cartes. Il y a des nouvelles cartes, il y a des cartes très spécifiques qui sont utilisées, mais surtout ce qui est important, c'est que chaque scénario présente en effet une manière de se déplacer sur les différents terrains, et donc forcément une manière de jouer au niveau tactique qui est totalement différente, et qui permet, parce que et là, c'était la grosse difficulté, c'est qu'on n'est pas parti d'une mécanique générique, on est parti de ce qui s'est fait dans les réalités pour pouvoir créer le scénario. Donc ça nous a pris du temps. Et c'était un cauchemar, parce qu'en effet, comme le précise Pascal, quand on imagine un scénario pour investir une batterie avec 4 casemates à prendre, il fallait en plus coller au cahier des charges dont je parlais tout à l'heure. Et puis que l'équilibre soit… Alors justement, on en revient après. Mais non, justement, le truc hyper important. Et là, parce que j'en profite pour les internautes, parce que forcément, on est quand même dans un domaine historique. La batterie de Merville, c'est 4 casemates. Donc au début, qu'est-ce qu'on fait? On sort 4 terrains avec chacun une casemate. Sauf que lorsqu'on teste le jeu, on se rend compte que le jeu, il dure plus 30 à 45 minutes, mais il dure plus de 60 minutes. Ah oui, parce que tu dois… Parce que tu cours dans tous les sens. Et l'anglais crève à 90% du temps. Ouais. Alors, après, on va revenir sur l'équilibre. Et là, on se dit avec Pascal et avec Pierre-Olivier, c'est pas possible, on ne tient plus là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a décidé de mettre non pas 4 cartes casemates, mais 3 cartes casemates. 2 cartes casemates avec une force identique, ça représente les casemates numéro 1 et 4, et une carte casemates avec 2 casemates, qui est plus forte, mais qui représente les 2 autres. Donc, on respecte historiquement le schéma. On a baissé grâce à ça d'au moins un quart d'heure le temps de jeu. Au niveau sensation, c'est encore plus intense. Et on y arrive. Mais c'est là où on se rend compte que c'est l'histoire qui a modifié le jeu et non la mécanique qu'on a essayé d'appliquer à l'histoire. C'est-à-dire qu'à la base, on a fait comme tout le monde, on a pris une mécanique et on s'est dit tiens, on va l'adapter. Mais c'était pas dans l'esprit de ce qu'on voulait obtenir. Donc c'est pour ça que chacun des scénarios, en fait, à chaque fois, c'est comme si on avait 3 jeux. Dans le jeu, parce que chacun avait de telles conditions historiques et de tels personnages et de telles choses extravagantes qui se passaient et d'événements qu'en finalité, ça nous a changé profondément la structure des jeux et la manière de jouer. Et pour préciser sur la div également, puisque sur la div, en fait, la div, c'est un ensemble de 5 ponts. Et là encore, on a eu le même problème, c'est-à-dire qu'on est parti sur 5 ponts. Bah oui, forcément, mais ça marche pas. On est dédié. Ça devenait trop compliqué, c'était une gestion de main hyper lourde. Donc, alors, il y a un premier pont qui a été écarté parce que c'était celui qui était le plus loin vraiment de la zone d'opération. Donc, ça nous en a laissé 4. Oui, et en plus, les commandos anglo-canadiens, ils pouvaient être séparés de 10 à 20 km. Donc, en fait, par rapport à Pegasus ou à Merville, où ils se battent dans un espace de 1 ou 2 km, où les gars ils peuvent se tirer dessus, ils peuvent communiquer. Là, on avait des unités qui étaient complètement indépendantes, dispersées et qui en fait n'ont jamais communiqué ou des heures après. Donc là, on a été obligé de fractionner en fait. Et il fallait donner une sensation de jeu qui soit aussi différente. C'est-à-dire que là, donner la possibilité à l'Allemand de préparer les terrains
sans que l'anglais le sache. Mais lui, il le sait. C'est comme s'il tend un piège à l'allemand. Mais c'est-à-dire que l'allemand, déjà, il va pouvoir préparer son jeu. Donc, c'est quelque chose de totalement différent. Et c'est vrai que c'est l'anglais qui va découvrir un petit peu ce que l'allemand lui a réservé. Sachant que, bien évidemment, l'objectif, à la fin, il est connu. Et ça nous a permis, après, de pouvoir aussi placer, là encore, historiquement, le village de Troarn, le château de Varaville, qui sont des lieux de combat très forts. Beaucoup de lieux. Et le bois de Bavent. Et une chose, par exemple, aussi, on parlait des effectifs au début. Par exemple, sur la Div, les Anglo-Canadiens ont été tellement dispersés qu'on démarre avec moins de points d'effectifs. Et le but du jeu de faire exploser des ponts, c'est essayer de faire du bruit aussi, de rapatrier d'autres parachutistes qui sont perdus dans les marais, et ainsi de suite. Donc en fait, à chaque fois, plus l'anglais combat, mais plus il prend de risques et plus il a des chances d'augmenter. Mais en même temps, il augmente l'alarme des Allemands, c'est-à-dire qu'il augmente l'arrivée de renforts de plus en plus. Donc et à un moment donné, des fois, il peut se dire, bon, je fais sauter le pont, mais je ne vais pas trop combattre, mais je vais y aller discret, ou j'y vais à fond, mais je risque de sonner une alarme importante. Voilà. Alors, et ensuite, alors après, nous avons été confrontés à un énième équilibrage. C'était qu'à l'inverse, exactement, de pas mal de jeux américains sur la Seconde Guerre mondiale où il faut qu'on gagne. Oui, forcément. Nous, non. Nous, d'abord, c'est ludique. Donc, si c'est ludique, ça veut dire qu'il faut que les deux camps soient équilibrés. Exactement. Alors, les deux camps sont équilibrés. Là, comme on a beaucoup attaché historiquement, c'était pas facile. C'est-à-dire qu'il y a des moments où là, c'était vraiment très déséquilibré. Mais c'était aussi très déséquilibré pour les Anglais. C'est-à-dire que c'était pas parti gagner. En fait, ils ont tout gagné, tant mieux. Mais on a des exemples comme la batterie de Merville. Ça, c'est vraiment l'exemple emblématique, la batterie de Merville. Donc, c'est une batterie avec une centaine de soldats allemands qui sont protégés dans des casemates. On a à nouveau, donc les Anglais décident, le commandement anglais décide d'envoyer 700 parachutistes avec des planeurs pour être certain d'investir la batterie. Et finalement, en retard même sur l'horaire de rendez-vous, ils se rendent compte qu'ils sont 150. Et là, ils se disent, on ne peut plus attendre, on doit y aller parce que prise d'initiative, et ils attaquent la batterie à 150. Aujourd'hui, après l'étude historique des faits, les personnes se disent, mais comment ont-ils fait? Alors, il y a une phrase qui est sublime que nous reprendrons dans le jeu, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait ». Et alors ça veut tout dire, c'est un truc complètement dingue. Lorsqu'il y a une reconstitution, ils sont passés à travers des champs de mines, ils ont dû apprendre les casemates d'assaut, il y a eu des combats au corps à corps, à la grenade, au poignard, enfin c'est un truc de dingue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que sur 150 personnes qui ont investi la batterie, il y en a 80 qui sont considérés comme des pertes, dont la moitié de morts. C'est 50%, c'est du jamais vu. En 35-40 minutes. On a un combat très très bref. Alors il y a énormément de pertes aussi du côté allemand. Ceci, si vous voulez, c'est qu'à 90%, l'anglais doit perdre. Mais logiquement, si on fait une mécanique, on essaye de faire quelque chose de logique. Il doit perdre. Et voilà, ça ne marche pas plus. Et c'est là où on le jeu ne marche plus. C'est là où on se heurte au problème historique, c'est-à-dire de se dire merde, comment on va arriver à faire un événement incroyable sans tordre trop la mécanique dans tous les sens. Parce que vous voulez rendre hommage à des moments historiques importants. Exactement. Et finalement, si jouer casse tout le temps, ça marche plus. Il faut donner la possibilité aux autres de gagner, surtout s'ils avaient 90% de chance de leur côté. Ouais, et des fois dans les wargames, c'est un parti pris de dire bon bah voilà, ça s'est passé comme ça historiquement et à 70%, ce sera lui qui gagnera parce qu'il a gagné. Bon, nous on a essayé d'avoir un meilleur équilibre que ça. Et la solution que nous avons apportée, c'est que ce qui s'est passé vraiment facilement pour l'anglais, ça a été finalement la destruction des ponts. Parce que les Allemands n'étaient pas du tout prêts, ils ne s'y attendaient pas du tout. Et même s'il y a eu des histoires assez rocambolesques, dans l'ensemble, les Anglais ont réussi à détruire tous les ponts. Alors on considère que ce scénario-là, c'est le scénario… Sur la Div, en fait. Les ponts sur la Div, voilà. Donc c'est le scénario le plus facile, c'est celui que l'anglais va remporter le plus facilement. Ensuite, il y a un scénario qui va être le scénario intermédiaire, c'est Pegasus. Alors, ça peut être compliqué, mais Pegasus, l'anglais, l'allemand, ils ont la même chance. Et là, ça a été au niveau équilibrage, c'est vrai qu'on a mis très très longtemps. Comment tu équilibres ça? C'est quoi? C'est les pouvoirs des cartes? C'est quoi? C'est les chiffres? C'est-à-dire que l'allemand, il a des troupes à 3, 4, et l'autre, il a des troupes à 5, 6, 7? Voilà, alors ça, c'était déjà aussi une base qui existait, mais en fait, c'est les pouvoirs qui ont considérablement augmenté. C'est les petits textes qui sont là, les textes sont en dessous. Et les combinaisons, et surtout, en fait, ça se règle au jeton au plus simple près, quoi. C'est-à-dire qu'à force de jouer et à force de tester, parce que c'est des centaines de parties, c'est 200 parties faites dessus, ça se règle en équilibrage et en tirage. Donc comment ça se règle? En fait, ça se règle sur le tas.
sur le terrain. Et puis après, ça se règle déjà en amont, si tu veux, et tu vois tout de suite quand une carte déconne, parce que comme c'est réglé un petit peu au millimètre, la bascule, elle est immédiate. C'est l'avantage et le problème. C'est-à-dire que comme c'est une mécanique tout en finesse, le passage, si tu veux, d'un pouvoir qui va pas à un pouvoir qui va, tu le détectes vite, tu le détectes très vite, mais par contre, le réglage, le temps devient très très dur à être fait. Et là, c'est vraiment un point par un point par un point et tout, c'est de la dentelle. Hein. Ouais, c'est de la dentelle. Quand tu décides de mettre cette escouade de parachutistes à +2 en force, s'il s'est passé ça et ça, alors tu dois… Là, ça c'est encore un pouvoir basique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, les squads de parachutistes, il y a des éclaireurs parachutistes. On les a vus passer. Les éclaireurs parachutistes, ils s'appellent aussi parachutistes, donc ils gagnent un bonus. Oui. D'accord. Mais le problème des éclaireurs, enfin l'avantage des éclaireurs parachutistes, c'est qu'eux, ils vont annuler le pouvoir en face. Donc c'est déjà une première combinaison. En plus, tu as le major des parachutistes, le major Howard, qui vient encore rajouter des choses dessus. C'est lui-même est parachutiste. Donc, il vient gagner aussi un bonus et en plus, il permet d'aller chercher des renforts. Donc, les combinaisons de tes parachutistes, tu n'as pas un parachutiste, tu as les parachutistes éclaireurs, tu as l'officier des parachutistes et ainsi de suite. Donc, la combinaison de savoir quand tu vas le jouer par rapport aux unités allemandes, elle devient déjà intéressante. Mais l'autre truc, c'est que tu vas peut-être jouer tes éclaireurs à un moment donné quand tu vas savoir que l'allemand a gardé des cartes puissantes. Ça ne sert à rien de casser un pouvoir tu vois, d'éclaireur puisque c'est une carte rare et une carte puissante. Donc, en fait, il faut déjà que tu essayes de deviner le jeu de l'autre. Tu vois ce qu'il a joué et ensuite, toi, dans tes propres combinaisons, tu essayes de les manier. Ce qui donne, à force de jouer et ainsi de suite, des enchaînements de combinaisons de réflexes, des joueurs des uns contre les autres, il m'a sorti ça, je vais lui sortir ça et ainsi de suite, et on monte. Et c'est là où tu te rends compte que tu découvres de plus en plus de combinaisons et ça devient compliqué parce que les enchaînements, les joueurs commencent à essayer de trouver d'autres choses comme dans les jeux de cartes à collectionner. Et malgré que ce soit un jeu à deck construit, c'est-à-dire en deck building préconstruit, on a mis quand même des variantes, ce qui fait que le tirage des cartes plus les variantes qu'on met donne beaucoup de possibilités. Et comme tu peux le voir, quasiment chaque carte a un pouvoir. Elles sont toutes différentes. Voilà, donc elles font énormément de combinaisons entre elles. Ce qu'on n'avait pas dans le jeu original en fait avec Alien Menace. On était vraiment à un niveau beaucoup plus faible. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux 3 scénarios, ce ne sera pas la même manière de jouer parce que c'est les mêmes cartes. Alors, non, à 80%, pas complètement. Mais surtout, tu n'as pas le même nombre de cartes. Tu vas avoir par exemple, sur un scénario comme la Div, tu vas avoir beaucoup de sentinelles. D'accord. Mais tu vas en avoir moins. Hop, tu prends les cartes pour le terrain et des cartes pour jouer. Ça. Tu ranges, tu prends des cartes pour le terrain. Non, tu prends les mêmes, c'est indiqué dessus. En fait, c'est indiqué alors, dessus. c'est bien ça, je me demandais à quoi servaient les petits textes, ça sert à ça. Donc voilà, alors vous pouvez regarder dans te le dit coin le nombre d'unités que tu as dans ton deck en fonction de chaque donc sur la patrouille, D8, D8, M4. Alors non, mais là sur la patrouille, puisque là on est sur la patrouille à l'écran. La patrouille à l'écran, donc il y en a, les nombres de cartes sont différents par scénario. D'accord. Et vous le voyez, donc P c'est pour Pegasus, D c'est pour la Div et M pour Merville. Et c'est ce qui vous permet de préparer très rapidement en fait votre jeu. Ce qui donne que les jeux sont différents à jouer pour le jeu allemand. C'est-à-dire que non seulement et anglais. Voilà. Et déjà dans un jeu, quand vous jouez par exemple à Pegasus, vous avez différentes méthodes de jouer pour l'allemand. Par exemple, essayer d'user en jouant des petites cartes au début. Par exemple, essayer de garder des cartes puissantes ou au contraire déclencher une attaque très très violente dès le début pour l'épuiser. Enfin, vous avez déjà plusieurs méthodes dans un scénario. Mais en plus, la proportion des cartes variant et des nouvelles cartes rentrant d'unités, c'est-à-dire des unités de base, c'est-à-dire des cartes qui sortent souvent, font que ça change encore. Donc c'est pour ça qu'on a passé autant de temps. Là, on a passé plus de 2 ans et demi là, dessus. C'est quoi les différences parce que vous avez alors juste, je reviens juste sur le point que nous abordions. C'est au niveau donc de la difficulté et de l'équilibrage, le scénario facile, c'est la Div. Enfin facile, tout est relatif, mais c'est celui où l'anglais va en général avoir tendance à plus souvent gagner. Le scénario neutre, intermédiaire, alors celui où on s'est arraché les cheveux, c'est Pegasus, parce que justement c'est celui où il faudrait qu'on arrive à faire un 50-50 réel. C'est aussi un scénario qui permettait de caler les autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu développes un jeu, sur multi-scénario, c'est-à-dire que d'habitude, ce qu'il y a, c'est qu'il y a 2-3 choses qui changent, et on pose 2-3 pions et ça suffit. Nous, c'était beaucoup plus complexe que ça. Donc il fallait qu'on ait quelque chose qui soit en fait la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, on l'a construite, on l'a validée en fait sur Pegasus, et ensuite ça nous a permis de nous éloigner. Parce qu'on était tellement dedans qu'à un moment donné,
on reproduisait des schémas. Et on se disait, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Mais on faisait des scénarios répétitifs. Et en fait, le fait d'avoir fait une colonne vertébrale, et après on a laissé reposer le jeu pendant des mois, pendant plusieurs mois, ça nous a permis en fait de nous revider la tête et de dire, bon, bah maintenant j'ai envie de faire autre chose. J'ai pas envie de vivre un Pegasus 2, un Pegasus 3. Ce qui nous a engendré beaucoup plus de travail, parce qu'on s'est dit, bon, bah voilà, ok, je garde que ça, et maintenant j'en refais un. Et en fait, on a refait des jeux. Donc la séquence de ça, c'est pas un jeu qu'on a fait, c'est 3 jeux. C'est-à-dire que la première année, on a fait Pegasus et on est allé. La deuxième année, on est retourné sur le terrain, ce qu'on vous a expliqué en Normandie et ainsi de suite. Et là, on s'est dit non, bah, c'est fini celui-là, hop, on sait comment ça se passe, on a toutes les sensations, on refait tout, on repart de zéro. Donc le travail d'éditeur de Guillaume, il est quand même costaud parce qu'en fait, on vend 3 jeux en un, mais c'était aussi ça, c'était aussi ça la chose intéressante au niveau de la création et au niveau de se dire est-ce que je suis capable moi en tant qu'auteur et avec Guillaume et avec Pierre-Olivier de reprendre quelque chose. Parce qu'il y a une chose, c'est quand on arrive comme auteur, on a fini, on fait c'est fini, c'est bon, voilà, j'y pense plus. Et là, c'était du style, non, attends, je te remets une deuxième, maintenant tu recommences. Faut que ça n'a rien à voir, mais par contre, maintenant, ton truc, c'est que tu dois garder les règles génériques. Et en plus, tu dois réutiliser des cartes. Et là, tu t'en reprends une deuxième, et là, tu te dis, c'est un enfer, je ne vais jamais m'en sortir et tout. Et en finalité, non, c'est pas vrai. Tu te retrouves, il faut te relancer psychologiquement, il faut essayer de se remettre dans le bain, se dire, bon, ok, j'abandonne mes réflexes de ce que j'ai fait. Humble. Ouais, faut être humble. Et en même temps, c'est un travail de forçat, parce qu'il faut tout reprendre. Il faut tout reprendre, et il faut accepter vachement la critique des autres. Parce que toi, tu sais que ça marche, et quand tu as un auteur qui sait qu'il y a un truc qui marche, il ne veut plus y toucher. Ça marche, tu touches plus, parce que ça va, j'ai passé assez de temps à le régler. Et là, tu te dis, waouh, je recommence, et en plus, ça doit marcher autrement. Donc là, c'était vraiment quelque chose de dur. Et en fait, ça n'a rien à voir avec les jeux de cartes à collectionner, parce que les jeux de cartes à collectionner, on fait un jeu ouvert, et puis après, on rajoute des cartes de plus en plus puissantes, et ainsi de suite. Et puis tu changes la règle en cours de route. Voilà, c'est ça. Et là, nous, non. Donc on s'est retrouvé vraiment sur quelque chose de difficile. C'est aussi parce qu'on a fait des repérages sur le terrain, parce qu'on est allé voir, parce qu'on a pu s'inspirer de l'histoire, que ça nous a redébloqué. Et il y a eu des moments vraiment où nous, en tant qu'auteurs, on a été bloqués mentalement sur les choses qu'on avait. Et donc ça a été très difficile. Mais on s'est fait violence. C'est vraiment un acte de violence quoi, sur le jeu. Voilà, donc, et Merville, ce sera donc le scénario le plus difficile pour l'anglais, mais ça ne veut pas dire du tout qu'il ne peut pas y arriver, c'est celui sur lequel il va avoir la sensation la plus dure pour y arriver. Pas d'erreur. Alors, après, nous, ça nous a aussi, il y a une chose qu'on a travaillé, c'est parce que, par exemple, il y a aussi de l'aléatoire plus important en fonction des scénarios. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a voulu. Comme on s'est dit que Merville, c'était quelque chose de dur, on a mis une notion d'aléatoire qui est plus violente que dans les autres. Parce que l'idée de cette attaque au même nombre d'hommes en traversant des choses, et même si les gars étaient plus entraînés, parce que c'était des commandos qui attaquaient des artilleurs ou des fantassins qui étaient de base, on s'est dit, là-dedans, il faut quand même avoir une sensation d'enfer. C'est-à-dire, le hasard peut aussi avoir une part, parce que ça a eu. C'est-à-dire que là, on rentre, je dirais, c'est comme. C'est presque comme des trucs de débarquement. Là, les gars, ils y sont allés contre les bunkers. Et alors, c'est quoi? C'est les cartes qui apparaissent qui… Attends, non, mais juste, c'est plus de violence, en fait, dans le scénario. Mais c'est pour faire la synthèse sur justement de ce niveau de difficulté, on a eu l'idée après, alors c'est venu après, de produire le scénario de campagne. Oui, ça c'était important. Parce que forcément, il faut enchaîner. Pour permettre… Tu as vécu à la première… Alors, c'est pas tout à fait ça. C'était surtout pour permettre aux personnes… Une unité. Et puis pour permettre en fait de jouer les 3 scénarios en une soirée. C'est-à-dire que voilà, pour jouer… les gens comprennent que c'est 3 opérations qui s'englobent simultanées dans un même temps. Pour le même but. Et que justement, les 3 scénarios étant tellement différents, qu'ils se disent merde, c'est dingue parce qu'on a à peu près les mêmes troupes et les gars ils ont été confrontés à des choses différentes et en même temps ça s'est passé sur 8 heures. C'est-à-dire que les gars ils ont tout fait à 10 km les uns des autres, même pas à 5-6. Et l'intérêt de la campagne, c'est que ça nous a permis justement de rééquilibrer la difficulté dans les scénarios. Exemple très, très simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la div, nous avons opté pour 3 ponts. Il y en a 4, mais le 4e interviendra en tant que terrain mobile. Les 3 autres sont fixés. Historiquement, l'anglais a pris les 3 ponts assez facilement. Ce qui se passe, c'est que le niveau médian de réussite du scénario, ce sera de prendre pour l'anglais 2 ponts. Et il va gagner des points. Sur la batterie de Merville, le niveau moyen, ce ne sera pas de détruire les 4 casemates, mais d'en détruire 2. Parce que vous allez voir, déjà quand vous réussirez à en détruire 2, vous serez content. Mais ce n'est pas possible de mettre le même nombre de points. Parce que c'est tellement plus dur de réussir à détruire 2 casemates à Merville que de prendre les 2 ponts, que dans la campagne, les nombres de points
en fait, par rapport à un niveau médian qu'on a déterminé, ça va nous permettre de donner un niveau de difficulté. Donc, ce qui fait que tu vas les chercher sur Merville parce que tu vas gagner plus en déclassant des casemates qu'en faisant sauter tes petits ponts. Mais en revanche, tu sais que tu vas peut-être perdre des points sur la div si tu fais n'importe quoi, parce que Mais après, c'est aussi les scénarios faciles qui permettent de récupérer du point pour la campagne et dire le débarquement est réussi. Voilà. Et à l'arrivée, en effet, il va y avoir un niveau de résultat. Ce sera soit une victoire allemande, soit un match nul. On a considéré que le match nul était important, parce que ça pouvait se produire, et en effet une victoire anglaise. Ce qui permet là encore de sortir un petit peu d'un contexte historique où on dit c'est tout blanc, c'est tout noir. Ça s'est très bien passé, mais quelque part, c'est vrai qu'à la lecture de ce que l'on a, de l'histoire, ça aurait pu, comme dans d'autres opérations commando, très mal finir. C'est ce que les Américains appellent un peu les what if. Qu'est-ce qui serait passé si et en fait, dès qu'on attaque l'historique, on est confronté à ça en se disant. Merde, ça s'est passé comme ça, mais comment on fait pour… Et un des bons exemples, comme on l'avait traité, c'est par rapport à la prise du pont de Arnhem. C'est quand même une catastrophe. À la fin, c'est quasiment la 6e Airborne qui est annihilée, même si ça se passe à une autre échelle. Et là, c'est une catastrophe. Là, ça s'est très bien passé. Donc, dans la scénario de campagne, ça permet justement à des joueurs, si jamais ils n'obtiennent pas le résultat du scénario unique, de pouvoir de toute façon marquer des points, de pouvoir continuer de jouer et à la fin, de peut-être d'arracher une victoire limite, de faire un match nul. Et donc, ça donne vraiment à tout le monde l'envie de jouer. Alors, c'est pour ça qu'on a créé en fait les cartes héroïques. Aussi. C'est un point très très important. Alors ça, c'est un point fondamental, mais c'est dans la démarche, dans la démarche en fait des cartes. Alors, je pense que là aussi, Nod les a. C'est vrai qu'il y a une démarche très importante dans les cartes au niveau de la taille et au niveau de la personnalisation. C'est-à-dire Major Award. Alors, oui, Nod reste un petit peu sur le Major Award. Ce qui s'est passé, c'est qu'après tout ce que nous venons de vous expliquer, nous nous sommes rendus compte avec Pascal qu'on avait un jeu qui ne mettait pas assez en avant les exploits qui avaient été réalisés notamment du côté allié, mais aussi du côté allemand, mais des exploits individuels, voire des actions d'éclat complètement inattendues. En fait, c'est comme si tu lisais un roman, mais qu'avec des personnages historiques, en fait, tu as besoin de héros. Ouais, bien sûr, et tu as besoin de héros des deux côtés. En fait, et d'actions spectaculaires. Voilà, et d'actions spectaculaires, c'est-à-dire le truc impossible, mais qui s'est réalisé. Et à ce moment-là, on était confronté à une problématique, c'est que nous avions justement des cartes qui étaient génériques, comme les escouades de parachutistes, la Sentinelle. Ou des événements génériques, des grenades, des fumigènes, des choses comme ça, voilà, qui n'ont rien de… Alors la combo que tu fais donne un exploit par rapport aux joueurs, tu vois, mais il y a des exploits au-dessus de ça. Voilà. Et les cartes héroïques nous ont permis d'aller récupérer des personnages, d'aller récupérer des actions de combat qui étaient particulières et de pouvoir les ajouter dans le jeu comme en fait des cartes joker. Et ça a été une révolution parce qu'on était quasiment arrivé à la fin du jeu quand on s'est dit il nous manque un truc. Il faut imaginer, c'est vrai que ça part, bon, on est un peu enflammé, mais c'est normal. Mais il faut imaginer qu'on arrive avec un jeu, là, comme l'a dit Pascal, et on a trimé avec Pierre-Olivier, ils pondent quelque chose qui tourne, on joue. Et là, c'est vrai que je suis assez dur, j'admets, et je dis à Pascal, ouais, mais il manque le sel, il manque le piment. En fait, au début, on avait typé les unités. Tu vois, on mettait c'est le 175e régiment d'infanterie allemande et tout comme dans les wargames. Puis on s'est dit non, en fait, c'est pas ça qui va typer. C'est pas de donner le nom de l'unité qui s'est battue et ainsi de suite. En fait, les gens ils s'accrochent pas à ça. C'était pas assez fort. Et là, on s'est dit, c'est vrai, le jeu tourne, la mécanique est intéressante. Mais il nous manque des opérations d'éclat. Il nous manque quelque chose qui nous fasse vraiment vibrer. Le truc que quand tu le sors, voilà, c'est ça. C'est bon, je l'ai exactement. Et là, quand l'autre, tu vois qu'il va sortir une carte théorie, tu commences à avoir des… Et là, on s'est dit, mais on est idiots, on est des crétins. On parle depuis tout à l'heure de choses incroyables, mais des actions héroïques. Et là… Fiat Lux, la carte héroïque. Major Schmidt. Et le Major Schmidt, par exemple, justement, ça nous permet de venir renforcer le côté historique, de donner à l'Allemand la capacité d'aller chercher cette carte, puisque ce sont des cartes qui ne sont pas dans le jeu, ce sont des cartes qui, alternativement, on va pouvoir les choisir et donc on va effectuer des choix. Stratégiques parce que tu sais qu'elles sont disponibles dès le début du jeu, mais que tu vas les piocher au fur et à mesure des scénarios, c'est indiqué. Tu vois, et donc, tu dois essayer de choisir la bonne carte au bon moment. Donc, ce n'est pas de l'aléatoire, c'est des cartes extrêmement puissantes que tu contrôles, mais qui vont te servir dans des cas… Qui sont indestructibles. Ouais, en plus indestructibles. Bien évidemment, parce qu'on ne pouvait pas faire les choses à moitié, le texte de la carte correspond en fait à l'utilité qu'a eu le personnage. Alors le Major Schmidt, tu l'as, Nod, il est à l'écran. Le Major Schmidt, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la personne qui défend le pont. Sauf qu'au moment de l'assaut des Anglais sur le pont, il serait supposé que cet homme était avec sa petite copine en train de roucouler. Il entend les bruits, parce que ça commence à rafaler, les détonations. Il saute dans son Kubelwagen,
il va sur le pont et là, il est pris évidemment dans une embuscade tendue par les Anglais qui rafalent son Kübelwagen, qui se retourne. Alors il y a plusieurs versions. A-t-il été fait prisonnier? A-t-il battu en retraite? On ne sait pas trop. Mais dans tous les cas, il a eu une action parce qu'il a essayé de regrouper ses hommes. Ouais. Alors nous, on s'est dit, c'est pas possible qu'on ne nomme pas la personne qui était en charge de la défense du pont. Sauf que dans le texte que l'on indique, eh ben, ça va être une arrivée aléatoire. Parce que le type, finalement, il n'est pas arrivé. Mais s'il arrive, qu'est-ce qu'il aurait apporté? D'accord, nous, on a créé le fait qu'il puisse arriver. On a créé le fait qu'il puisse arriver. Mais et pour l'Allemand, c'est intéressant, c'est parce que ça lui permet de tirer des cartes supplémentaires. Alors, le pendant, si tu peux reprendre, c'est le Major Award. Il va te le mettre, t'inquiète. Donc, le Major Award, voilà. Alors, lui, le Major Award, c'est lui. Donc lui, c'est le commandant des paras-britanniques. Et lui, sa force, justement, c'est une unité de combat. Et sa force, c'est d'aller rechercher, c'est de rallier les paras. Donc, il te permet dans ton jeu d'aller récupérer une carte. C'est comme il rallie en fait ses troupes pour faire des combos autour des parachutistes. Voilà. Et ensuite, on est allé chercher des trucs complètement incroyables. Alors, la canonnière sur l'Orne. Alors, ça, c'est un truc incroyable. En plus, on a eu du mal à trouver des images parce que trouver la canonnière allemande, il y en avait 2 sur l'Orne. Voilà. C'était des canonnières qui avaient pour fonction d'empêcher les raids de commandos britanniques sur les installations portuaires et donc de protéger l'estuaire de l'Orne. Bon, quelque chose d'assez incroyable. Et les Allemands, lorsque le pont a été pris, ils ont envoyé une canonnière pour reprendre, deux canonnières pour reprendre en fait le pont. D'accord. C'est des trucs complètement dingues. Parce que les canonnières, il y avait un canon devant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un Anglais qui a fait un tir direct de Piat et qui a réussi à faire échouer, voire littéralement couler la canonnière. Non, mais on est en plein film. Et tu dois l'avoir. D'accord, c'est le sergent Thornton. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui s'appelle le sergent Thornton. Donc là encore, c'est dans les livres. Et ce type-là, lui, sa capacité, c'est que il va, lorsqu'on jette des jetons qui sont des jetons aléatoires qui donnent des bonus au combat, il est réussi. Parce que dans le jeu, il y a des petits jetons comme ça. Voilà, mais alors ça, c'est proto. C'est proto. Et donc tu vas les jeter comme ça, c'est ça? Voilà. Ça, c'est réussi. C'est réussi. Ça, c'est raté. Mais Thornton, lui, il réussit tout le temps. Et lui, il vient avec 4 jetons. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, Thornton, c'est le gars qui a mis un tir direct de mortier sur une mitrailleuse qui était à 100 mètres de nuit, et c'est le gars qui est allé défoncer un char avec un lance-piat, donc c'est un lance-roquette, à 50 mètres. Et le type raconte, j'ai pas eu le temps d'avoir peur, mais je savais que si je ratais ce coup, le char me roulait dessus. Et il a fait un coup au but, ça a bloqué la route, le char a brûlé, et les Allemands, lorsqu'ils contre-attaquaient, ont battu en retraite. Et donc ce type-là, on s'est dit, c'est un des héros de Pegasus, comment l'utiliser? Et il a fallu qu'on trouve un pouvoir. Il faut que tu cherches quand même pour le trouver. Hein. C'est pas, c'est dans des faits de guerre et tout. C'est pas. Et on a adapté le pouvoir qui nous semblait justement le plus réaliste, tout en, comme l'a expliqué Pascal, en équilibrant le pouvoir des cartes héroïques, parce que les cartes héroïques, on ne peut pas les annuler, sinon c'est trop frustrant. Bien sûr. Donc au début, on annulait les cartes héroïques, et puis on s'est dit, mais c'est pas possible, je vais chercher une carte héroïque, je la joue, l'autre me la casse pour une raison ou une autre. Donc on ne peut pas l'annuler, on ne peut pas la défausser. Donc l'allemand, comme l'anglais, ils vont avoir des cartes héroïques qui sont toutes différentes, avec des pouvoirs tous différents, et qui interagissent sur le jeu. Okay. Par exemple, peut-être Nod, il peut montrer la traversée de Roarn. Ah oui, ça c'est exceptionnel aussi. Ça c'est dans le scénario sur la div. Voilà, on a une la carte. traversée de Roarn. Voilà, et en fait, c'est donc sur le scénario de la div, c'est le Major Rosevert qui s'empare en fait d'une. Alors ils sont mal parachutés. Oui, ils sont mal parachutés et il s'empare d'une ambulance. En fait, il prend une Jeep ambulance et de la charge d'explosifs parce qu'il est à 12 km de son objectif et il sait qu'il ne va pas y arriver. Et en fait, il va traverser le village de Troarn. Donc sur par exemple le scénario de Troarn, il y a le village, il y a les défenseurs et tout. Et on a une carte héroïque où le gars il a traversé à fond en Jeep avec tous ses explosifs sous les tirs des Allemands. Donc on a créé une carte qui est l'illustration. Qui montre cet exploit et qui est une carte très importante. Il y a aussi sur Merville. Sur Merville, on a aussi été chercher. Nous sommes allés chercher une idée complètement farfelue de la part des Anglais, qui consistait à faire un posé d'assaut avec des planeurs à l'intérieur même de la batterie. En plein assaut. En plein assaut. Combat, ils voulaient lancer 2 planeurs remplis de gars avec des lance-flammes. Avec des lance-flammes, des explosifs, voilà, en fait, pour terminer le travail. Alors c'est n'importe quoi. Déjà, quand on voit le terrain, on se demande comment ils auraient pu se poser là-dessus. Voilà. Ce qui est exceptionnel, c'est que les planeurs sont passés, mais ils ont raté la cible, ils sont allés se planter à 1 km plus loin. Ça arrive. Les mecs les ont vus passer. Allez. En plus, c'est ça même, je crois. Ouais, c'est un truc incroyable. Donc là, cette chose qui ne s'est pas passée, qui aurait dû se passer, on l'a remise. Au cas où elle peut se passer. Voilà, il y a un jeton hasard de guerre. Voilà. Okay. Comme le Major Schmidt un peu, qui dit tu vas y arriver, tu vas pas y arriver. Parce qu'il fallait faire revivre sur. Alors il y a des scénarios, il y a des parties dans lesquelles la carte arrivera, d'autres dans lesquelles elle n'arrivera pas. Et après, c'était à chacun de le gérer. Et ça fait partie en fait de cette gestion de mécanique de main. Par exemple, il y a aussi sur la div, il y a un château qui est un peu connu parce qu'il y a eu des combats avec les Canadiens, qui c'est le château de Varaville. Il tient à un pont et on a une carte. L'Allemand doit choisir des cartes et il a une possibilité d'avoir
avoir une carte qui le permet de se replier dans le château, donc d'être beaucoup plus dur. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'il anticipe le fait que le château va sortir et qu'en plus, les Anglais vont l'attaquer à cet endroit-là. D'accord. Donc, c'est aussi une prise de risque. Et voilà, c'est ce qui s'était passé. D'accord. Et alors, là, tous ces petits prototypes-là, c'était les premiers essais. Ça, on peut en parler. On a encore 5 minutes parce que c'est passionnant, donc on ne s'entend pas parler, ça fait déjà quasiment 50 minutes. Hein, les garçons, les passionnés, ils sont dedans les deux gars. Hein. Donc ça, c'était les premiers essais, voilà, c'est ça c'est pour montrer justement… de quoi on part de ce genre de choses. On parle d'images, d'images de photos. On parle de photos qu'on peut retrouver. Ça nous a servi de qui nous permettent en fait pour tous nos prototypes. Voilà, vous voyez le pont de Pegasus, là, une photo d'origine. Voilà ce que c'est qu'un lance-roquette Piat pris dans des photos d'archives. Là, vous avez joué des parties avec ce genre de choses. Avec au début. Chiffres. Alors c'était rigolo parce qu'on jouait même à Cannes. En fait, au festival, c'était l'année dernière où on a commencé à mettre des trucs. Et puis là, tu vois, c'est là que c'est rigolo. Par exemple, nos photos qui servent. Voilà. D'accord, les photos que vous avez été prendre vous-même avec votre petit appareil. Comme ça, Est-ce qu'il y a la fameuse photo de Guillaume sur sa moto? Non, là, il n'y a pas la… Ah mince. Qu'est-ce qu'il y en a? Et c'est vrai que moi, ça permet de montrer en effet qu'on part d'assez loin. Ça, c'est la traversée de Troarn. C'est juste, on met une Jeep et puis après, on crée avec l'illustrateur qui est Nicolas Jam comment ça s'appelle, les images en travaillant énormément avec lui. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à lui expliquer tout ce qu'on veut, ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, et ainsi de suite. Au début, il aurait dû venir avec nous. Il ne pouvait pas se dégager, mais pour aller vraiment sur le terrain pour que l'illustrateur sente les choses. Et ce qui est important, c'est que le choix d'un illustrateur, justement, par rapport à des photos, c'est pour déjà ne pas tomber dans le piège du côté totalement historique. Deuxièmement, c'est pour aussi un peu dédramatiser. Oui, parce que vous avez pris un biais qui est plutôt pas bande dessinée, mais non, illustration. Voilà, illustration, un peu BD. C'est pas violent, un peu BD. Voilà, c'est ça. Mais surtout pour éviter pas de voyeurisme. C'est un jeu, là encore, c'est un jeu qui est famille. C'est un jeu qui est destiné à être joué rapidement, et c'est pas un jeu comme les jeux vidéo. On n'a pas du tout voulu suivre cette veine avec des carottes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de montrer quoi. Ça suffit. Parce que on est dans l'action. C'était quand même extrêmement violent. Oui, c'était extrêmement violent. C'était très très dur. Un des rares à l'avoir montré aussi violemment, c'est Spielberg avec Raven. Les 25 premières minutes de ce film, c'est ce que tu montres ça à des gens, plus personne ne veut aller à la guerre. Voilà, c'est ça. Mais c'est la même chose sur la batterie de Merville. Je pense que c'est exactement. Ça a dû être de la même violence, catastrophique. Il faut imaginer des gars qui courent à travers un champ de mine et qui se jettent sur un truc. Donc tu te dis, c'est pas possible. On est là, on en parle comme ça, on s'excite, mais c'est quand même, ça reste des événements extrêmement lourd, très violent. On ne souhaite à personne de revivre des choses pareilles. Alors, justement, le choix d'illustration. Par exemple, tiens, on a retrouvé les photos des défenseurs allemands, des officiers qui défendaient, parce que c'est très bien fait sur la batterie de Merville et sur le musée. On a les photos, c'est-à-dire qu'on a le descriptif et ainsi de suite, des gars qui ont défendu et leur pouvoir. Et le dessin donc nous avons en fait l'illustration de la même manière, tu vois, on a l'officier anglais. Nous avons appelé Buscotte dit la biscotte, mais c'est pas une biscotte, il est costaud, mais voilà, ça c'est l'officier anglais qui attaque. Alors là, il est un peu sombre, c'est vrai. Parce que le dessin n'est pas tout à fait fini. Donc les protons, on les commence comme ça. C'est assez simple. On essaye de relever un maximum d'images. On commence à placer nos trucs. On joue avec ça. Et puis des fois même, on n'a pas d'image, donc on invente les trucs. Et puis là, t'as pas, mais on modifie au bic. Je sais comment ça marche. Voilà, tu vois. Et puis on fait tester un peu à droite, à gauche. On essaye, on refait des groupes de testeurs. Et puis voilà. Et vous appuyez toujours sur de la doc pour les… Toujours énormément de documents. Et en fait, souvent, c'est les gens en fait, ou les testeurs comprennent assez bien qu'on se dirige sur l'historique, donc qu'il y a des effets, des fois de violence sur des cartes ou des choses comme ça, qui sont moins dans le classicisme des jeux de plateau, des jeux de société, qui sont très normés. Donc, et c'est vrai qu'on peut également, pour achever la vidéo, aborder le thème des Américains, puisque sur les Américains, nous avons également suivi le même processus. Sachant que sur les Américains, ce sont 3 scénarios. Un premier scénario qui sera le scénario le plus facile pour les Américains, à savoir le contrôle des plages de Utah Beach, mais avec là une mécanique encore totalement différente. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de point d'effectif, puisque les parachutistes étaient totalement éparpillés. Mais il va falloir se battre
on va dire terrain par terrain, voilà, terrain par terrain. Ce sont les terrains qui vont avoir une valeur. C'est celui qui va contrôler le plus de terrain en sortie d'Utah Beach qui remportera la partie. Si les Allemands contrôlent plus de terrain, ils empêchent les Américains de sortir. Si les Américains contrôlent plus de terrain, ils permettent à leurs troupes de sortir. Ensuite, le deuxième scénario, ça va être bien évidemment autour de Sainte-Mère-Église, c'est-à-dire le contrôle de la voie d'accès entre 40 ans et Cherbourg. Il y a une ligne de chemin de fer, il y a un pont et il y a Sainte-Mère-Église qui est un nœud routier. Donc là, on va se rapprocher en effet de quelque chose qui va être du contrôle de terrain. Et ensuite, on a trouvé un scénario complètement incroyable qui s'appelle Craigne, qui est basé sur un fait historique. Je crois que ça se passe ici. Voilà. Tu peux le montrer. La bataille de Craigne, les paras perdus. Donc, nous, on va l'appeler Alamo in Normandie, je pense, pour la version anglaise. C'est une bataille assez terrible. Hein. Voilà. Et ça, ce sera le scénario difficile pour les Américains. Ce sont des Américains qui sont en bouchon dans un village. Qui ont été parachutés beaucoup trop loin en amont de 40 ans et qui se retrouvent en fait à boucher toute la remontée d'une armée allemande. Et principalement des SS. Et tous les habitants vont se mettre à collaborer avec eux pour essayer d'empêcher les Allemands de... Donc, et ça va durer, ça dure 2 jours. Mais tout le village va aider et ça, ce sera le scénario difficile de paras à tout bloquer. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est en revanche, ce qui va éviter d'avoir trop de forces qui remontent sur l'Utah, sur les plages et ainsi de suite. Ça veut dire que dans la boîte américaine... Mais c'est un Stalingrad de la Normandie. Les gars, ils se battent maison par maison. Enfin, c'est terrible. C'est très peu connu. Mais c'est vrai que les Allemandes sont phénoménales. Ouais. Mais ce sont 3 scénarios encore totalement différents. Et là, c'est l'Allemand justement qui attaque. Dans ce scénario, c'est l'Allemand qui attaque. Et donc, il y a des ressources et qui doivent faire attention parce que s'il arrive à court de ressources, il s'est fait avoir. Voilà. Est-ce que vous avez fait le tour de ce que vous avez noté sur votre papier? Non, pas du tout. On peut encore tenir 2 heures, mais je pense que vous reviendrez. On n'a pas abordé réellement la mécanique du tour de jeu. On évoque comme ça comment, pourquoi, voilà. Comment on crée, comment on fait les choses, comment. On y va. Moi, je trouve ça personnellement passionnant à écouter, à entendre. J'espère que ça intéresse aussi les internautes, mais je pense que ça intéresse. Les réactions à la première vidéo étaient assez positives. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Ça ne nous coûte pas plus que ça de le faire. C'est passionnant de suivre la chose, donc on vous attend pour une 3e session. Ce sera la partie. Ce sera la partie. Ce sera la partie. Des dessins. Sachant que le jeu normalement doit paraître en mai, justement pour l'occasion des cérémonies. Mai 2014. Tout à fait, pour l'occasion des cérémonies du 70e anniversaire du débarquement. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, renseignez-vous. Il y a énormément de choses qui sont prévues en Normandie cette semaine-là. Pas seulement le 6 juin, mais toute la semaine. Dans toutes les villes, à Romanche, à Bayeux, à Caen, ça va. Et je crois que le centre de gravité sera justement à Romanche, en côté anglais. Pas hésiter à visiter les musées, ils sont vachement bien faits. Les gens sont super sympas, on a toujours été bien accueillis, le projet est bien accueilli. On a trouvé des documents de fou. Bon, voilà, c'est aussi une grosse bataille, mais il y a une ouverture aussi là-dessus. Vraiment, les gens, merci Guillaume, merci Pascal pour ces explications. Donc, je vous rappelle le nom du jeu, c'est qu'il ne faut pas l'oublier, c'est Opération Commando. Opération Commando. Et donc avec 2… Pegasus Bridge et Sainte-Mère-Église. Et là, c'est vrai que nous avons essentiellement évoqué Pegasus. Oui, c'est le premier. Les deux vont sortir en même temps. Quelques semaines près. Donc le premier, celui-là, l'autre après. Donc voilà, on a l'occasion de reparler de tout ça. Merci d'être venu jusque-là. Merci d'avoir autant de passion. Puisque moi, ce n'est pas du tout mes types de jeux, ni ma tasse de thé, les trucs historiques comme ça. Mais je trouve ça plaisant à entendre. Donc j'imagine que pour les gens, ça va être la même chose. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Guillaume, merci Pascal. Merci. À bientôt. Jenny Reich.